bonjour, je m'appelle Isabelle Milgrom, j'ai 44 ans, après 19 ans de salariat, j'ai fondé ma société M2R, Milgrom Market Research. Je fais des études qualitatives et je suis passionnée de consommation collaborative, je la pratique à titre privé et donc je me suis complètement passionnée pour le sujet à titre personnel et puis à titre professionnel, donc je me suis dit je vais essayer de comprendre un peu mieux comment ça marche. D'accord, alors justement, pourquoi la consommation collaborative est en pleine émergence maintenant et pourquoi c'est vraiment devenu un phénomène qu'on voit partout, le covoiturage, on a parlé 1 million de personnes, on voit Airbnb, toutes ces entreprises-là, pourquoi elles ont émergé maintenant et pourquoi pas avant? Alors, la consommation collaborative, en même temps, le partage, le troc, c'est vieux comme le monde, c'est-à-dire que tout le monde l'a toujours fait. Enfin, les paysans au Moyen-Âge se prêtaient leur charrue, puisqu'ils n'avaient pas forcément l'intérêt à acheter une charrue par exploitation. Donc, en même temps, c'est vieux comme le monde. Ce qui est nouveau, c'est l'émergence des réseaux sociaux et je dirais la maturité des usages dans les réseaux sociaux, les smartphones aussi qui permettent la géolocalisation, qui permettent vraiment de mettre en relation des gens qui ne se connaissent pas, parce que l'économie collaborative, c'est l'usage, le partage, le troc, l'échange, mais ce sont des gens qui, au départ, ne se connaissent pas. La grosse différence, c'est ça. Et la communauté se recrée autour de communautés d'usage, de communautés d'intérêt virtuels. Voilà. Donc, je ne sais pas, il y a ce site que j'aime bien qui s'appelle animalfuté.com. Je veux faire garder mon chat pendant les vacances. Mes voisins au-dessus en peuvent plus de mon chat, les voisins en dessous en peuvent plus. Mes parents sont moyennement chauds. Et ben, dans le rayon de 200 mètres autour de chez moi, je vais rentrer sur Animal Futé ma rue et je vais voir que il y a une famille qui veut bien accueillir un chat sous réserve que j'accueille leur chat pendant les vacances. Donc la consommation collaborative, c'est ça. C'est aussi évidemment la nécessité économique qui a joué un rôle d'accélérateur, parce que tout le monde ayant de moins en moins de pouvoir d'achat, il faut bien essayer de trouver d'autres systèmes. Et puis je pense une certaine saturation face à l'hyperconsommation. Les gens ont moins de plaisir à faire des courses, ils le disent, aller dans les hypermarchés, ça les saoule. Acheter les cadeaux de Noël à chaque fois, c'est devenu une corvée plus qu'un plaisir. Oui, et puis l'hyper-choix, enfin quand on met 15 minutes pour choisir un shampoing, personne ne met 15 minutes pour choisir un shampoing. C'est un rêve de marketeur, voilà. Et donc au final, vers quoi on peut se retourner? Donc là, on est dans une consommation beaucoup plus simple, beaucoup plus immédiate. Oui, voilà. Et on utilise des ressources qui existent aussi déjà. C'est-à-dire qu'on emprunte la perceuse de son voisin, parce que il y avait Francoscopie, je crois, il y a 2 ans, qui le disait, j'ai pas besoin d'une perceuse, j'ai besoin d'un trou dans un mur. Donc ça pose aussi la question de la finalité. On consomme pourquoi et pourquoi ne pas utiliser quand c'est plus pratique d'utiliser. D'accord. Alors justement, comment les marques traditionnelles vont pouvoir s'adapter à cette consommation collaborative? Quelles sont les limites? Pourquoi certaines marques vont avoir justement des difficultés à passer le pas? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est parce qu'on a un réseau de distribution, on a une structure? Quel est ton avis là-dessus? Alors la consommation collaborative, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, parce que ça implique de fonctionner avec son consommateur de façon extrêmement horizontale, dans un rapport où en gros le consommateur va traiter la marque par exemple, quand on regarde sur les sites de consommation collaborative, je sais pas, Citizen Car, les modérateurs, les fondateurs de Citizen Car interagissent en permanence avec les membres de Citizen Car, avec leurs consommateurs usagers entre guillemets, en les contactant, en utilisant le service, en s'exposant. Ça signifie pour l'entreprise passer en mode collaboratif, de faire passer quasiment toute la culture de l'entreprise en collaboratif. Et ça peut faire très peur. Après, c'est aussi une façon pour des marques qui aujourd'hui saturent. Et aujourd'hui, une fois que vous avez vendu une perceuse à tout le monde, vous faites comment? De créer des communautés qui sont peut-être autour de l'usage. Je sais pas, moi je connais un peu le marché de la moto, par exemple. J'ai fait une grosse étude sur la moto. Le marché de la moto, un peu de luxe, la grosse moto, il y a un énorme second marché. Et j'ai proposé à mon client à l'époque de créer une plateforme de passionnés et de vente d'occasion. Donc faire essayer des produits à leur communauté avant de les vendre, les tester, c'est totalement logique. Si on essaye un produit, on va peut-être avoir envie de l'acquérir derrière. Enfin, il va y avoir d'autres logiques. L'usage n'est pas forcément exclusif de l'achat. Ça aussi. C'est-à-dire que les marques ont beaucoup plus intérêt à imaginer les nouvelles opportunités que ça propose. D'ailleurs, beaucoup ne s'y sont pas trompés. Procter un peu en premier, plutôt que d'imaginer que ce sont des menaces.
Alors, et justement, comment on fait pour fédérer une communauté? Est-ce qu'il n'y a pas une masse critique en fait? On parle tout à l'heure de covoiturage.fr. Ils ont atteint vraiment la masse critique à 1 million de personnes parce qu'avant en fait il n'y avait pas suffisamment d'offres à de demandeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire justement pour fédérer cette communauté et attirer des gens? Alors, il faut être idéalement le premier, mais si on n'est pas le premier, il faut être plus séduisant que les autres. C'est toujours la même chose. On est là face à une vague de start-up collaboratives. Certaines vont survivre, celles qui auront trouvé le bon modèle, la bonne façon de faire, qui seront simples d'usage, qui seront conviviales, qui sauront donner des feedbacks à leurs membres, et puis d'autres vont disparaître. Ça, c'est probablement ce qui va se passer. Mais on est vraiment, en tout cas là, actuellement, dans une ère où voilà, ça fleurit absolument partout, et c'est passionnant. Alors justement, si tu avais, on va dire, 5 conseils à donner à une entreprise qui veut se lancer, une start-up, hein, ou même une entreprise traditionnelle qui veut se lancer dans le collaboratif, quels seraient ces 5 conseils? On a parlé tout à l'heure de praticité, d'apporter de la valeur, d'avoir vraiment un échange, apporter de la confiance. Quels sont les éléments clés, les piliers de la réussite? Alors, j'ai pas les recettes du succès, j'aurais pas l'outrecuidance d'essayer de dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Je pense que d'un point de vue, en tout cas marketing et de respect des gens qui sont sur la plateforme, c'est de les chouchouter, hein, c'est de faire des évangélistes de marque, comme les appelle Rachel Bostman, qui est la grande prêtresse. Des ambassadeurs. Voilà, des ambassadeurs, qui est la grande prêtresse du collaboratif, qui dit il vaut mieux 1000 fans et fans absolus, enfin on parle de fans, de vrais fans, pas les fans Facebook. Comme Seth Godin avec ses clients ambassadeurs, les early adopters qui vont porter la bonne parole. Exactement. Mieux vaut 1000 personnes comme ça convaincues que 1 million de fans qui cliquent mollement sur Facebook. Donc je pense que voilà, ces gens-là, il faut les chouchouter. Il faut avoir un rapport à eux. La marque doit être extrêmement modeste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, je ne sais pas, Cédric Georgie qui était de Cocooning, qui était là aujourd'hui à la DTEM, peut-être qu'il y a des marques qui vont se dire, des marques culinaires qui vont se dire, tiens, ce serait pas idiot d'aller faire un tour sur Cocooning. Moi, je fais, je sais pas, je m'appelle Magie et je fais des adjuvants pour cuisine, du bouillon de poule, etc. On utilise ce type de produit quand on est reçu quand on fait la cuisine et qu'on est reçu, qu'on passe par Cocooning. Pourquoi ne pas y aller? Dans ces cas-là, il faut y aller, mais de façon complètement transparente et complètement open source. Et très clairement, et accepter les critiques. Donc si j'avais, 2 conseils, je ne crois pas que j'en ai 5, mais 2 conseils, c'est vraiment d'écouter ses consommateurs et ses partenaires, je dirais, les membres de la communauté, les chouchouter, et puis en effet d'être complètement transparent dans sa façon de faire. Écoutez aussi ce qui se passe à l'interne, c'est-à-dire que la consommation collaborative et le collaboratif, c'est aussi des changements de paradigme à l'intérieur de l'entreprise, de gens qui vont avoir des idées, et c'est l'anti-fonctionnement top-down. Ça change aussi sa façon de travailler dans l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une vraie révolution qui va se passer. Et les sociétés, les entreprises qui y arriveront, qui seront convaincantes dans ce domaine-là, je pense qu'elles auront aussi fait leur révolution à l'interne. D'accord. J'aurais une dernière question. On parle donc bien sûr du collaboratif. Tu me l'as dit, c'est quelque chose de traditionnel qu'on a déjà vu par le biais du troc. Donc on parle du web, qui est en fait quelque chose d'assez vieux dans l'échelle du nouveau marketing, du marketing 2.0, 2000, 2008, quelque chose comme ça. Maintenant, on parle vraiment de la mobilité. Est-ce que justement le nouvel Eldorado pour le collaboratif, ça va peut-être plutôt la mobilité, la géolocalisation? Est-ce qu'une start-up ou une entreprise qui veut justement se lancer dans le collaboratif ne va pas d'abord penser mobile avant de penser web? Alors, moi, je ne suis pas une prospectiviste, donc j'interroge les gens, j'analyse ce que je vois et ce que j'entends, donc je suis beaucoup de mal à me prononcer là-dessus. Ça semble assez évident qu'en effet, quand on prend les exemples qu'on a vus ici, on est touriste, on arrive, je sais pas, à Prague, on va regarder en effet sur son smartphone ce qu'il y a par Airbnb ou Cocooning à Prague. J'ai envie de manger chez des Pragois plutôt que d'aller au restaurant. Qu'est-ce que Cocooning me propose pour ce soir? Donc oui, en effet, la géolocalisation, ça semble extrêmement logique et extrêmement sensé. Oui. Alors, si on veut en savoir plus sur toi et donc mener des études qualitatives, sur quel site internet on se rend? Le site s'appelle milligrammarketresearch.com.
Voilà. J'ai un blog aussi qui s'appelle Big Idea Blog, qui est consacré aux grandes idées, comme son nom l'indique. Alors, je l'ai mis en anglais. Parce qu'en anglais, la Big Idea, c'est autre chose. C'est également vraiment la pensée fondatrice de la marque, ou l'idée de com qui tue. Donc, on va sur le Big Idea Blog ou sur Milgram Market Research.